Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une mise à jour fondamentale qui est en train de redéfinir les fondations d'Internet, l'IPv6. Et non, ce n'est pas juste un truc de technicien, c'est comme si on passait de petites routes de campagne à des autoroutes à 10 voies pour faire face à l'explosion du trafic mondial. Mais au fait, pourquoi cette mise à jour est si essentielle? Eh bien, c'est parce qu'Internet cache un problème, un secret qui nous impacte tous, qu'on le sache ou non. Pour le dire simplement, Internet est à l'étroit. On manque de place. Le tout premier système d'adressage est complètement saturé. Alors, que se passe-t-il ensuite? Pour bien comprendre la solution, on va faire un truc. On va suivre ensemble le voyage d'un seul et unique paquet de données. Alors, c'est quoi exactement cette crise? L'ancien système, l'IPv4, c'est un peu comme si on avait décidé que tous les numéros de téléphone du monde ne devaient avoir que 7 chiffres. Au début, ça passe, mais avec la multiplication des appareils, on se retrouve très vite à court de numéros. Et à solution, l'IPv6, ce n'est pas un petit pansement, c'est un changement d'échelle astronomique. Pour qu'on se rende compte, avec l'IPv6, on pourrait donner une adresse Internet unique à chaque grain de sable sur la planète. Oui, chaque grain de sable. Autant dire que la pénurie, c'est de l'histoire ancienne. D'accord, c'est génial d'avoir autant d'adresses, mais comment est-ce qu'un appareil fait pour en obtenir une? Allons voir comment notre paquet de données reçoit sa propre identité. Tout part de l'adresse MAC. C'est une sorte d'empreinte digitale matérielle, unique pour chaque appareil qui sort d'usine. C'est comme un numéro de série que personne d'autre au monde ne peut avoir. Et là, il y a une astuce assez brillante. Pour créer son adresse IPv6, l'appareil prend son propre numéro de série de 48 bits et il l'étire en suivant une recette standard pour en faire un identifiant de 64 bits. C'est la première moitié de sa nouvelle adresse. Et voilà, le tour est joué. L'appareil vient de générer la deuxième moitié de son adresse globale, tout seul, en se basant sur sa propre carte d'identité matérielle. Cette partie est prête. Ok, notre paquet a maintenant la moitié de son adresse. Mais pour se lancer sur le grand réseau, il doit d'abord trouver la porte de sortie de son réseau local, le routeur. Comment fait-il pour le repérer? Avec l'ancien système, c'était un peu brouillant. C'est comme si l'appareil criait dans une pièce bondée. Qui est le routeur? L'IPv6, lui, est bien plus subtil. Il envoie un message ciblé, un peu comme s'il chuchotait à un petit groupe pour demander poliment au routeur de se présenter. C'est beaucoup plus propre et efficace. Parfait. Notre paquet a localisé le routeur. Il se retrouve maintenant à un énorme carrefour numérique. Le routeur, c'est le GPS du réseau. Il doit consulter sa carte pour décider de la meilleure direction à prendre. Voici donc l'adresse de destination finale. La mission du routeur est de trouver le chemin le plus efficace pour y amener notre paquet. Ça, c'est une version simplifiée de la carte du routeur, ce qu'on appelle sa table de routage. On voit tout de suite qu'il y a plusieurs options, plusieurs routes qui semblent pouvoir mener à la destination de notre paquet. 5 au total. La grande question, c'est donc, avec ces 5 chemins possibles, lequel le routeur va-t-il emprunter? Et surtout, sur quelle base? Parce que bien sûr, ce n'est pas un choix fait au hasard, loin de là. La logique du routeur est implacable et se fait en 3 temps. D'abord, il identifie toutes les routes qui peuvent correspondre. Ensuite, et c'est le point crucial, il choisit la route la plus spécifique. Pensez-y comme choisir avenue des Champs-Élysées, Paris, plutôt que juste Paris. Ici, les routes avec un masque en /12 sont beaucoup plus précises. Enfin, s'il y a égalité, comme c'est le cas entre les routes 12 et 13, il prend la moins chère, celle avec le coût le plus bas. La route numéro 12 gagne. Notre paquet est en chemin. Notre paquet avance bien, mais il arrive face à un obstacle. Une section d'Internet qui ne parle que l'ancienne langue, l'IPv4. C'est comme arriver dans un pays étranger sans connaître un mot de la langue locale. La solution, c'est une technique super ingénieuse qu'on appelle le tunneling. On peut l'imaginer comme un service de transport spécial qui va s'occuper de notre paquet pendant cette traversée un peu compliquée. L'idée est vraiment simple. Notre paquet IPv6, c'est une lettre avec une adresse moderne. Le réseau IPv4, c'est un vieux service postal qui ne comprend pas cette adresse. Du coup, que fait-on? On met la lettre IPv6 dans une plus grande enveloppe IPv4. L'ancien système ne voit que la grosse enveloppe et il la livre. À l'arrivée, le destinataire ouvre l'enveloppe et trouve la lettre IPv6 originale, parfaitement intacte à l'intérieur. En résumé, c'est ça le principe de l'encapsulation. Le paquet IPv6 tout entier devient simplement le contenu, la marchandise d'un nouveau paquet IPv4. C'est le futur qui voyage à l'intérieur du passé, ni vu ni connu. Une fois sorti de son enveloppe IPv4, notre paquet atteint enfin sa destination finale. Mission accomplie. Il a réussi à naviguer entre l'ancien et le nouveau monde d'Internet. Ce voyage invisible, qui se produit des milliards de fois chaque seconde, nous raconte l'histoire d'un Internet en pleine métamorphose. Il nous rappelle toute l'ingéniosité cachée dans l'infrastructure qui connecte notre monde. Alors la prochaine fois qu'une page web s'affichera instantanément, on pourra avoir une petite pensée pour l'incroyable odyssée que de simples paquets de données viennent d'accomplir.